Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Comme vous le savez, depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a été amené à prendre près d'une quarantaine d'ordonnances en application de cette loi d'état d'urgence. Nous avons aujourd'hui à nouveau réuni le Conseil des ministres qui a pu se prononcer pour adopter 2 nouvelles ordonnances ainsi qu'un décret que je vous présenterai dans quelques instants. Le Conseil des ministres a également permis de faire un point sur l'état d'approvisionnement alimentaire. Je vais donc dans un premier temps laisser la parole à mes collègues Bruno Le Maire et Didier Guillaume pour vous reporter les débats que nous avons eus en Conseil des ministres ainsi que la présentation. Ils pourront ensuite répondre à vos diverses questions et je vous signale par ailleurs que le ministre de l'économie et des finances pourra également répondre à toutes les questions relatives à la tenue de l'Eurogroupe hier et encore ce matin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la porte-parole, Monsieur le ministre, cher Bruno. Ce matin, avec Bruno Le Maire, nous avons présenté chacun pour ce qui concerne les responsabilités de nos ministères, la chaîne alimentaire et l'approvisionnement. Ce que nous avons pu dire, c'est que la chaîne alimentaire tient, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie d'alimentation en France et c'est que l'organisation de notre chaîne, de l'amont à l'aval, des producteurs en passant par les entreprises de transformation agroalimentaire et les distributeurs qui sont principalement les GMS, mais les commerces de détail très importants, les marchés de producteurs et les marchés de plein vent, les halles alimentaires, cette chaîne-là tient. Il y a évidemment un certain nombre de difficultés auxquelles nous devons faire face, mais pour l'instant, ce que nous pouvons dire, c'est que l'agriculture française continue à produire pour alimenter nos concitoyens. Il faut que nos concitoyens, après la première période où ils ont acheté beaucoup de stocks, de pâtes, de riz et autres choses, se mettre à organiser leur alimentation afin d'avoir une alimentation diversifiée. L'agriculture française est en train de produire beaucoup et cette production doit aller dans les ménages. Je voudrais remercier la grande distribution, les entreprises, les enseignes alimentaires qui ont fait beaucoup d'efforts dans cette période pour mettre en avant les produits français, que ce soit les produits du moment, comme par exemple l'agneau et le chevreau, l'agneau pascal, que ce soit les fruits et légumes qui sont produits en masse aujourd'hui, mais que ce soit tous les autres produits. Il faut que nous ayons la possibilité d'avoir une alimentation diversifiée, de manger du poisson, des crustacés, des fruits et légumes, des produits lactés, de la viande, des protéines végétales, bref, faire en sorte que cette alimentation soit durable. Nous y arrivons grâce à la coopération agricole, aux entreprises intermédiaires, aux entreprises agroalimentaires, aux entreprises de transformation. Il y a un absentéisme dans ces entreprises et je veux saluer les agents, les Français de la deuxième ligne, celles et ceux qui produisent dans les champs, celles et ceux qui travaillent dans nos entreprises et celles et ceux qui travaillent dans la grande distribution. Cette deuxième ligne, elle est forte, elle fait un pack et c'est grâce à cette deuxième ligne que l'ensemble des Françaises et des Français pourront se nourrir demain. Il y a des difficultés dans la production. Il y a d'abord une immense difficulté au niveau de la pêche. Nous travaillons quotidiennement à cela et vendredi nous allons faire une importante réunion pour essayer d'avancer suite aux annonces faites par la Commission européenne pour aider la pêche française à continuer à travailler dans la mesure où avec la fermeture des restaurants et la fermeture de l'export, la pêche française a perdu plus de 50% de son activité. Et puis des secteurs aujourd'hui qui sont en difficulté, comme par exemple le secteur des fruits et légumes. Aujourd'hui, la campagne française donne alors qu'il y a une surproduction, il n'y a pas assez de ventes. Je ne vais pas aller plus dans le détail, mais nous sommes en train de travailler sur à la fois aider l'agriculture à se développer, aider les entreprises agroalimentaires à continuer leur activité et en les remerciant pour le dialogue social qui est absolument indispensable. Enfin, je veux saluer celles et ceux qui se sont engagés sur la plateforme pour être travailleurs saisonniers, pour aider les entreprises agroalimentaires. À ce matin, il y a 240 000 Françaises et Français qui se sont inscrits sur la plateforme et Pôle emploi va essayer de les diriger. Il y a déjà eu 5 000 exploitations agricoles qui ont embauché certains de nos concitoyens, vont les diriger très près de chez eux en circuit court pour faire ce travail et pour faire en sorte que la continuité de la chaîne alimentaire soit encore présente demain. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire excellemment mon ami Didier Guillaume. D'abord pour dire qu'il n'y a pas eu de pénurie alimentaire en France et il n'y aura pas de pénurie alimentaire en France. C'est l'engagement que nous avions pris avec le ministre de l'Agriculture. L'engagement a été tenu grâce à la mobilisation exceptionnelle de toute la chaîne alimentaire.
Et je pense que c'est un motif de fierté pour nous tous de se dire qu'en France, la sécurité alimentaire, même en période de crise, est garantie. Et elle est garantie parce que nous avons une production agricole indépendante forte, parce que les agriculteurs continuent à produire, parce que les produits sont transformés, qu'ils sont transportés, que la grande distribution a parfaitement joué le jeu, notamment de l'achat de produits agricoles français, que le commerce de détail, que les marchés en plein vent, enfin tous les acteurs de la chaîne ont parfaitement joué le jeu. Et je voudrais vraiment m'associer à l'hommage qui a été rendu par le ministre de l'Agriculture à tous ceux qui sont aujourd'hui au travail pour garantir la sécurité d'approvisionnement des Français. Qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient ouvriers de l'industrie agroalimentaire, qu'ils soient chauffeurs routiers, qu'ils soient agents de caisse ou metteurs en rayon, tout le monde est mobilisé pour faire en sorte que chacun puisse trouver dans ses rayons les produits dont il a besoin. Je voudrais rappeler aussi que l'alimentation, c'est la grande distribution, c'est aussi le commerce de détail. Et je voudrais inviter nos compatriotes à continuer à aller dans les commerces de détail. Je pense à la boulangerie artisanale, je pense évidemment à la chocolaterie artisanale à la veille de Pâques. C'est très important que ces commerces qui ont beaucoup investi sur cette période très spécifique de Pâques puissent voir leurs produits achetés par les Français. Le deuxième message, c'est pour vous dire qu'il y a aujourd'hui une stabilité des prix alimentaires lorsqu'on regarde l'ensemble des produits alimentaires. Le chiffre qui est celui de la grande distribution et de la DGCCRF, c'est plus 0,01% d'évolution des prix en mars, hors produits frais traditionnels. Et j'insiste là-dessus parce qu'il peut y avoir une perception différente de la part de nos compatriotes, parce que c'est vrai, je le reconnais, il y a sur certains fruits et légumes frais une forte augmentation qui est due à une chose très simple, c'est que des produits qui venaient de pays européens dans lesquels les produits n'étaient pas forcément de la même qualité, désormais c'est des produits français. Pour faire simple, la fraise gariguette française, elle est beaucoup plus chère que la fraise espagnole. Le concombre français, il est environ 2 à 3 fois plus cher que le concombre néerlandais. Même chose pour la tomate. Donc ce que nous payons sur ce secteur très précis des fruits et légumes frais, c'est tout simplement la qualité de la production française. Mais bien entendu, ces produits feront l'objet d'une très grande vigilance de notre part. J'ai demandé à la DGCCRF d'être très mobilisée pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation indue des prix alimentaires en France. Ça n'est pas le cas, mais nous y veillons, en particulier en Outre-mer, où là il peut y avoir des tensions plus fortes en raison des difficultés de transport. Enfin, je voudrais signaler qu'on assiste à une évolution forte des habitudes de consommation de nos compatriotes, avec certains produits qui sont moins consommés, comme les fromages à la coupe, d'autres produits en revanche qui explosent, comme la farine, 140% d'augmentation, les œufs, 150% d'augmentation de consommation, ce qui prouve que les Français confinés, visiblement, ont retrouvé le goût de la pâtisserie. Bonjour, Paul Larouturou, Quotidien. J'ai donc centralisé les questions de tous mes confrères. J'en ai 30, ça peut paraître beaucoup, mais au vu des conditions exceptionnelles que nous vivons, je vais essayer de les poser de la façon la plus claire possible et si vous voulez bien être le plus factuel possible aussi. Je les ai thématisés. D'abord 2 questions pour vous, monsieur le maire, sur le chômage. Jérôme Rivet de l'AFP vous demande sur les chiffres publiés par la Banque de France ce matin avec un PIB de moins 6% a priori au premier trimestre. Le gouverneur de la Banque de France dit qu'il ne faut pas compter l'argent pour soutenir l'économie, mais aussi que cela ne peut pas durer trop longtemps. Jusqu'à quand l'État peut-il maintenir ces mesures comme le chômage partiel ou le report des changes? Et Alain Ruello des Échos, toujours pour vous, monsieur le maire, à ce stade, le coût potentiel du chômage partiel frôle les 20 milliards pour 3 mois. Pensez-vous qu'on s'approche du pic ou pas encore? Sur les dispositifs que nous avons mis en place à la demande du Président de la République et du Premier ministre avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous les maintiendrons le temps que durera cette crise sanitaire et cette crise économique. Nous avons fait un choix, et je considère que c'est un choix de responsabilité, qui est de préserver les compétences des salariés plutôt que d'avoir, comme aux États-Unis, des millions de chômeurs supplémentaires chaque semaine. Donc je crois que c'est un choix qui peut paraître coûteux, mais c'est un investissement sur les salariés, les formations, les compétences. Et c'est ce qui nous permettra ensuite de redémarrer notre économie le plus rapidement possible. Quant aux chiffres de croissance qui ont été donnés ce matin par la Banque de France, j'aurai l'occasion avec le ministre des Comptes publics de présenter une nouvelle évaluation de la croissance française dans les jours qui viennent, au moment de la présentation
du projet de loi de finances rectificative, je pense ne jamais avoir caché aux Français que cette crise économique n'avait comme comparaison possible que la crise de 1929 par sa violence, par sa globalité et par sa durée. Je pense que les chiffres qui viennent d'être avancés par la Banque de France, ce que j'aurai l'occasion de présenter d'ici quelques heures ou quelques jours, ne viennent que confirmer cette évaluation. Quelle question sur l'Eurogroupe de CNews Canal+. Après 16 heures de discussion entre les membres de l'Eurogroupe, vous seriez proche d'un accord. Qu'inclut-il? Êtes-vous tombé d'accord sur la création d'un fonds de relance commun? Quels pays sont pour le moment réticents? Anja Nussmann de Bloomberg. Quels sont les sujets de frustration ou de désaccord? Je vous les pose en salle, vous m'arrêtez s'il y en a trop. Jérôme Rivet de l'AFP sur l'échec potentiel de l'Eurogroupe. Y a-t-il une possibilité d'accord rapide de l'Union européenne sur un plan d'action face à la crise et notamment sur le déblocage des fonds du mécanisme européen de stabilité sans conditions trop dures pour les pays fragilisés comme l'Italie et l'Espagne? Et dernière question sur l'Eurogroupe, Samis Faxi, CNews Canal+. L'Allemagne campe sur ses positions concernant la mutualisation de la dette. Quel est le plan B pour le gouvernement? On sait que sans cette mutualisation, l'Italie pourrait s'effondrer et quitter la zone euro. D'abord, je veux dire que nous avons eu une réunion longue et difficile des ministres des Finances de la zone euro cette nuit, qui s'est terminée vers 9 h ce matin. Cette réunion ne nous a pas permis de conclure sur un paquet ambitieux de réponse à la crise économique liée à la crise sanitaire du coronavirus. Je ne veux pointer du doigt personne, parce que je pense que ce serait totalement inutile. Et parce que je crois profondément, avec le Président de la République, que notre responsabilité collective, désormais, c'est d'aboutir à un accord dans les 24 heures. Un échec est impensable. Et nous mettrons, avec mon collègue et ami Olaf Scholz, tout notre poids dans cette bataille pour parvenir à un accord. Nous allons reprendre la négociation demain et nous mettrons tout notre poids pour parvenir à un accord. Je rappelle que France et Allemagne ont adopté durant toute cette négociation nocturne les mêmes positions. Et nous sommes d'accord sur la nécessité d'avoir un paquet global et massif. Ce paquet global et massif, il repose sur 4 piliers que vous avez mentionnés. Le premier, c'est l'utilisation du mécanisme européen de stabilité. Enfin, je voudrais simplement dire une évidence. Ce mécanisme européen de stabilité, il a été créé pour faire face à une crise. Nous faisons face à quoi? Une crise grave et profonde. Donc il est indispensable d'utiliser ce mécanisme européen de stabilité sans rajouter des conditions qui pourraient être perçues comme des provocations par certains États membres et qui ne sont pas nécessaires pour activer ce mécanisme européen de stabilité. Donc restons-en à la lettre des textes européens. Il y a un mécanisme européen de stabilité. Pour faire face à une situation de crise, il y a une situation de crise, ça permettrait de dégager 250 milliards d'euros. Je pense que nous avons besoin de cet argent et que nous devons pouvoir trouver un accord sans rajouter des conditions excessives au déclenchement de ce mécanisme européen de stabilité. Nous avons un deuxième instrument qui est la Banque européenne d'investissement. Là aussi, elle est faite pour relancer l'investissement. Donc elle doit nous permettre de dégager des fonds supplémentaires. Là, il y a un accord global qui se dessine avec des investissements possibles, des prêts supplémentaires pour les entreprises de l'ordre de 200 milliards d'euros. Il y a un troisième instrument qui a été proposé par la Commission européenne, c'est le dispositif de financement du chômage partiel. Vous voyez bien, je viens de vous dire que le chômage partiel allait coûter cher, mais que c'était un investissement. Je crois que c'est bien d'avoir ce dispositif, dit dispositif SURE, qui a été proposé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et que nous soutenons totalement. 250 milliards pour le mécanisme européen de stabilité, 200 milliards pour la Banque européenne d'investissement, ça fait déjà 450, plus SURE, 100 milliards d'euros, 550 milliards d'euros de disponibles. Et puis il y a un quatrième pilier de ce paquet, c'est le fonds de relance. Nous sommes d'accord pour faire figurer ce fonds de relance dans le paquet global et nous sommes d'accord avec l'Allemagne, avec beaucoup d'États membres sur la nécessité d'avoir ce fonds de relance qui va financer des dépenses très concrètes. Demain, il va falloir financer des hôpitaux, il va falloir soutenir des filières industrielles comme l'automobile ou l'aéronautique. Il va falloir continuer à investir dans les nouvelles technologies, dans la 5G, sinon nous allons prendre du retard par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. C'est à ça que va servir ce fonds. Une relance européenne pour tout simplement rester au niveau des grandes puissances de la planète.
Donc l'enjeu est absolument stratégique et nous sommes d'accord avec l'Allemagne pour défendre ce fonds de relance. Ensuite, comment est-ce qu'on le finance ? Nous estimons que lever de la dette ensemble pour le futur, sur ces dépenses précises liées à la crise du coronavirus, pas sur le passé et pas sans fournir les précisions nécessaires, c'est la meilleure solution économique. Parce que c'est ce qui coûtera le moins cher, c'est ce qui permettra d'étaler la dépense dans le temps. Il nous paraît plus judicieux d'emprunter collectivement pour une durée limitée, sur des dépenses spécifiques, en étalant le coût sur le temps, plutôt que de débourser tous immédiatement de l'argent budgétaire qui sera forcément plus coûteux. Donc je le redis, un accord est à portée de main. Nous ne devons ménager aucun effort pour y parvenir. J'aurai dès cet après-midi de nouveaux contacts avec mes homologues européens et avec mon homologue allemand Olaf Scholz, nous allons mettre tout notre poids dans la balance pour parvenir demain à un accord sur le soutien à l'économie européenne après la crise du coronavirus. Deux dernières questions pour vous, Monsieur le maire. Une sur Renault et une sur Air France. Michel Ross de Reuters, dans ses aides aux entreprises, le gouvernement semble privilégier les prêts garantis. Ne devrait-il pas plutôt acquérir des actions des entreprises cotées pour pouvoir en faire profiter le contribuable lorsque les cours en bourse seront remontés ? Qu'est-il notamment prévu pour Renault ? Et puis Anya Nussbaum du Bloomberg, Air France KLM, un prêt garanti de 6 milliards ne suffira pas si les habitudes de voyage sont bousculées dans la durée. Quelles sont les autres mesures envisagées pour Air France ? Je vais être très bref. Tout est possible, tout est envisageable, tout est prêt, à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Tout est possible, tout est envisageable et tout est prêt. Je pense que ça veut exactement dire ce que ça doit dire. À vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Sur les cantines, Jean-Rémy Baudot d'Europe 1, les dépenses de nourriture explosent dans les familles, notamment quand les enfants étaient pris en charge à la cantine et doivent donc être nourris à domicile. Prévoyez-vous des aides d'urgence pour les foyers les plus modestes ? Alors pour l'instant, on sait que depuis maintenant la fin de l'école, il y a 22 millions de Français qui ont quitté la restauration collective et qui mangent à la maison. 22 millions. Dans les 22 millions, il y en a une petite moitié, ce sont des enfants, des écoles, des lycées, des collèges et des étudiants. Et il a été réussi le fait de changer ses habitudes et que 22 millions de plus puissent manger à la maison alors qu'ils ne le faisaient pas avant, et donc en achetant dans les commerces de proximité, de détail, dans les grandes surfaces. Évidemment, cela change pour les familles modestes, puisque le coût d'un repas à la cantine, ça peut être 2 €, 3 €. Lorsqu'on mange à la maison, ça coûte plus cher, même si les familles les plus modestes font très attention. Donc cela, nous travaillons là-dessus, évidemment, au niveau du gouvernement, mais aussi, il faut que ça se fasse en relation avec les collectivités locales, les communes, les départements, les régions, pour voir les possibilités qu'il y aurait à faire. D'ailleurs, moi, je veux saluer l'engagement des régions, des conseillers régionaux, qui, avec nous aident beaucoup sur la pêche, par exemple, pour tous les conseillers régionaux qui sont sur les façades maritimes. Pour le reste, pour les aides européennes, c'est un combat commun, public, privé, de tous les territoires pour avancer. Donc je ne peux pas répondre précisément à cette question, mais évidemment, il faudra aider les familles les plus modestes qui ne pourront pas fournir de la nourriture équilibrée et suffisante pour leurs enfants. Bloomberg, quand les problèmes de main-d'œuvre parmi les saisonniers se feront-ils sentir pour les consommateurs en France ? La France est normalement exportatrice nette en agriculture. Qu'advient-il des denrées non exportées ? Combien de personnes aujourd'hui ont-elles répondu à votre appel de se joindre à la collecte ? Alain Offray de Libération, les Allemands font venir 40 000 saisonniers étrangers pour les récoltes d'avril et mai. Est-ce envisageable en France ? Et Jérôme Rivet de l'AFP, alors qu'il y a eu un appel au bras pour aller travailler dans les champs et que certaines productions industrielles ont le vent en poupe, les employés de certaines productions boudés par les grandes surfaces, ils pensent aux plats préparés, aux pâtisseries et au snacking, craignent pour l'avenir de leurs emplois. Que comptez-vous faire pour soutenir les PME de l'agroalimentaire face au déséquilibre de la demande ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de déséquilibre de la demande. Et les entreprises, les PME, les TPE agroalimentaires travaillent à plein. Il y a de l'absentéisme lié aux maladies, lié à la garde d'enfants, lié parfois à éventuellement des droits de retrait. Mais ces entreprises travaillent et elles fournissent. Et on retrouve aujourd'hui la qualité de nos PME, de nos TPE, qui sont sur tout le territoire, qui emploient des dizaines de milliers de Françaises et de Français et qui fournissent une alimentation saine, sûre, durable et tracée. Et
Et là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Sur les travailleurs saisonniers, à l'heure où je vous parle, il y a 240 000 Françaises et Français qui sont inscrits sur la plateforme, qui sont gérés par Pôle emploi. C'est un vrai succès, à la fois pour lutter, pour gagner la guerre contre le Covid. Il faut rester confiné, rester à la maison, c'est absolument indispensable, c'est le meilleur modèle. Mais parallèlement, en prenant en compte toutes les mesures sanitaires possibles, toutes les barrières sanitaires, tous les gestes barrières, la distanciation sociale, il est possible d'aller travailler tout simplement pour fournir les éléments essentiels, la nourriture, l'alimentation pour nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, il y a 5000 exploitations agricoles qui ont employé des saisonniers pour travailler et qui permettent de fournir l'agriculture qui sort aujourd'hui de terre pour nos concitoyens. Enfin, pourquoi nous avons... Non, pour l'instant, nous ne manquons pas de bras justement parce qu'il y a, grâce à l'appel que le gouvernement a lancé, il n'y a pas de problème de bras. Évidemment, nous n'allons pas faire traverser la France pour des gens qui travaillent à l'autre bout. Ça se fait au niveau local, à 5-6 km autour de chez soi, en circuit court évidemment, et puis avec toutes les barrières, toutes les protections sanitaires. Et il est hors de question de faire prendre quelques risques que ce soit. Mais pour l'instant, nous ne manquons pas de bras, mais l'agriculture va donner à plein dans le mois qui vient, et nous allons voir ce qui sera possible de faire avec ces 240 000 personnes qui ont voulu s'engager. Enfin, l'Allemagne a lancé une grande opération parce qu'elle n'a pas, elle, du tout de bras. Donc elle a mis des avions à disposition pour aller chercher des travailleurs détachés dans des pays de l'Europe de l'Est. Nous ne sommes pas amenés à faire comme cela aujourd'hui. Aujourd'hui, des salariés, des travailleurs étrangers qui viendraient en France avec un contrat de travail pour travailler dans une exploitation agricole peuvent le faire tout naturellement. Mais nous voulons faire appel à la main-d'œuvre que nous avons là. C'est aussi l'occasion de montrer que le retour à la terre, que l'intérêt de l'agriculture peut susciter chez nos concitoyens. Deux dernières questions pour vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Jérôme Rivet de l'AFP, que pouvez-vous faire face aux crises qui s'annoncent, particulièrement dans les filières du lait et du vin, qui sont particulièrement confrontées a priori à l'effondrement de leurs débouchés, et pouvez-vous encore davantage mettre la pression sur la grande distribution pour proposer des produits frais dans les drives, comme par exemple aussi de l'agneau français plutôt que du néo-zélandais? Alors oui, nous avons avancé sur l'ensemble de ces questions. Sur la grande distribution, vraiment, je veux les saluer. Ils ont fait un vrai effort et l'agneau français est mis en avant, y compris en termes de communication, pour Pâques. Évidemment, l'agneau se mange pour les fêtes pascales, en famille, dans les banquets, dans les restaurants. Il n'y aura pas tout cela. Mais l'agneau français est mis en avant devant l'agneau néo-zélandais, afin que nos concitoyens qui veulent en manger puissent l'acheter sans aucun problème. Et votre première question ? C'était sur le lait et le vin. Oui, alors, sur ces deux filières, nous travaillons beaucoup. Sur le vin, c'est une filière qui a beaucoup souffert déjà avec les taxes américaines. Et donc, nous travaillons, j'étais encore avant-hier avec les dirigeants de cette filière pour trouver au niveau européen des aides de marché, pour trouver des aides dans le cadre de l'organisation commune des marchés. Il faut que l'Europe avance. Si l'Europe n'avance pas dans ces directions pour le soutien au marché, ça serait vraiment un problème. Et sur le lait, en relation avec la filière, là encore, nous avons travaillé à la réduction de la production de lait. Et pareil, nous demandons à l'Union européenne de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il faut absolument la possibilité de stocker du lait, de le stocker en poudre, de voir comment les choses peuvent se faire, et pour faire en sorte que cette filière-là vive le mieux possible. Nous sommes dans une crise extraordinaire au sens de pas ordinaire, mais dans une crise qui n'est pas ordinaire, il faut des réponses qui ne sont pas ordinaires. Il faut que la Commission, que l'Union européenne, que le commissaire européen bouge. D'ailleurs, en vous quittant, j'ai une visioconférence avec ma collègue ministre de l'Agriculture et de l'alimentation allemande, où nous allons travailler pour faire bouger la Commission, pour qu'il y ait des mesures de marché européennes pour aider chaque État membre à s'en sortir. Merci, M. Guillaume. Avant de passer à vous, Madame la porte-parole, j'ai une dernière question de dernière minute d'Isabelle Roberts pour vous, Monsieur le maire. Isabelle Roberts des Jours, concernant Vivendi, qui va distribuer des dividendes et faire des rachats d'actions, alors qu'ils utilisent le chômage partiel pour certains de leurs filiales, dont Canal+. Elle vous demande une réaction. Nous suivons la question attentivement. Je pense qu'il faut bien distinguer les activités américaines de Vivendi des activités françaises. Mais nous sommes en contact avec le groupe Vivendi sur cette question des dividendes qui seront versés en France. Je dis bien en France. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Je reprends donc le fil de ce compte-rendu pour vous indiquer que le Conseil des ministres a examiné 3 textes, 2 ordonnances en application de la loi d'état d'urgence sanitaire et un décret qui généralise une expérimentation menée depuis 2 ans dans notre pays.
La ministre de la Justice, garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a ainsi présenté une ordonnance qui précise et complète des dispositions d'ordonnances prises précédemment, en l'occurrence le 25 mars, dans le domaine de la justice. Les précisions apportées concernent la prorogation des délais applicables devant les juridictions pénales et devant les juridictions de l'ordre administratif. Par ailleurs, l'ordonnance apporte de nouveaux assouplissements sur les règles de fonctionnement de la justice administrative. Elle autorise notamment la publication des horaires et affaires prévues en audience sur le site internet des juridictions, ainsi que dans certains cas la notification des décisions de justice par courriel, l'objectif étant systématiquement de prendre en compte la période de confinement pour adapter au mieux le fonctionnement de notre système judiciaire. La ministre chargée des collectivités locales, Jacqueline Gourault, a présenté pour sa part une ordonnance qui vise à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales en cas de vacances pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Elle vient compléter des ordonnances que nous avions déjà prises, notamment la semaine dernière, dans le cadre de la loi d'urgence toujours, sur la continuité budgétaire et fiscale ou le fonctionnement des assemblées délibérantes en période de confinement. Concrètement, l'ordonnance qui a été présentée aujourd'hui doit permettre, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et uniquement durant cette période, d'organiser l'intérim pour cause de vacances d'un maire ou d'un président d'exécutif local. Vous le savez, nous avons d'ores et déjà déploré le décès de 5 dirigeants d'exécutifs locaux et je profite de ce moment pour adresser une pensée particulière à leurs familles et à leurs proches endeuillés. Il s'agit donc, dans le cadre de cette ordonnance, de préciser d'une part qu'en cas de vacances de siège du maire ou du président d'un exécutif local, et afin de réunir physiquement les conseils municipaux pour voter et élire un nouveau maire, les fonctions de maire ou les fonctions de président de l'exécutif local seront provisoirement exercées par un adjoint au maire, premier dans l'ordre du protocole, ou un vice-président dans l'ordre donc du tableau, ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant. Il s'agit également, dans le cadre de cette ordonnance, de neutraliser un certain nombre de règles d'incompatibilité. Ça découle de ce que je viens de vous dire précédemment. Imaginons que le premier vice-président du conseil départemental, qui est amené à en prendre provisoirement la présidence, soit par ailleurs maire ou président d'une communauté de communes. Il s'agit donc qu'on puisse, de manière transitoire, neutraliser les règles d'incompatibilité entre ce cumul de fonctions exécutives locales. Par ailleurs, l'ordonnance présentée prévoit que dans les conseils départementaux, en cas de vacance d'un siège qui intervient durant la période de l'état d'urgence sanitaire, le délai pour organiser une élection partielle est allongé d'1 mois et court à compter de la fin de la période de confinement. Il s'agit donc bien de neutraliser encore une fois le délai de la période de confinement et de laisser un délai supplémentaire pour organiser, le cas échéant, des élections partielles. Pour finir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a présenté un décret qui généralise un dispositif expérimental qui a été mené ces 2 dernières années dans 2 régions, 17 départements et 3 territoires ultramarins et qui, de notre point de vue, a été évalué de manière très positive. Il s'agit du droit de dérogation au cas par cas aux normes réglementaires applicables dans un certain nombre de matières. Ce droit de dérogation renforce donc les marges de manœuvre dont dispose un préfet pour adapter la norme nationale aux problématiques locales et aux réalités locales. Cela doit permettre concrètement d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure et de favoriser l'accès aux aides publiques. Dans la période d'expérimentation, ce sont 183 arrêtés de dérogation qui ont été pris sur les territoires d'expérimentation avec un très faible taux de recours contentieux, ce qui nous pousse à considérer que cette expérience a été particulièrement positive. Voilà ce que je pouvais vous dire du Conseil des ministres et je suis donc désormais disponible pour répondre à vos questions. J'en ai 17. On commence par une question d'actualité de Marine Pentier de Reuters. Selon nos confrères de l'Obs, le Conseil des ministres devait entériner ce matin le remplacement du directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est à la demande du président Emmanuel Macron. Est-ce que vous confirmez et pour quelles raisons est-il limogé ? Je vous confirme que le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont proposé au Conseil des ministres le changement du directeur général de l'ARS Grand Est. Il sera remplacé par une médecin en l'occurrence, qui est par ailleurs inspectrice générale IGAS, qui jusqu'à maintenant participait à la cellule de crise nationale. Elle y a participé depuis le début et donc qui sera opérationnelle très rapidement pour permettre de mettre en œuvre la politique sanitaire qui est définie par le chef du
du gouvernement, son ministre et sous l'autorité du président de la République. Vous n'avez pas répondu à pourquoi. Pourquoi est-il limogé? On parle notamment de propos sur le CHU de Nancy. Pourquoi nous considérons effectivement qu'il est important que les hauts fonctionnaires, et en l'occurrence le directeur général de l'ARS, appliquent toutes les recommandations qui sont édictées pour la politique nationale en matière sanitaire, et en l'occurrence sur la question des hôpitaux et des fermetures de lits d'hôpitaux que vous avez signalé. Le ministre de la Santé et des Solidarités a indiqué le désaccord qui était le sien avec la proposition personnelle donnée par le directeur général de l'ARS, et il convient que pour une bonne conduite des politiques publiques et une bonne déclinaison au niveau territorial de ces politiques publiques, il puisse y avoir de la fluidité entre l'échelon national et l'échelon local, et donc il a été procédé au remplacement du directeur actuel et à son remplacement par une médecin, je le dis encore une fois, qui sera très vite et immédiatement opérationnelle pour continuer à lutter contre l'épidémie de Covid-19. Je voudrais également adresser un message à tous les agents territoriaux de l'ARS qui ne comptent en ce moment et depuis plusieurs semaines pas leurs heures, pas leurs jours, pas leurs minutes, et qui ont fait preuve d'un engagement sans précédent au service de leurs concitoyens. J'ai 5 questions sur le traçage que je vais vous poser en 2 fois. Grégoire Poussiel du journal Les Échos, donc sur cet outil de traçage numérique pour le déconfinement. Quand la décision de lancer ou non l'application Stop Covid sera-t-elle prise? Et Agnès Nussbaum de Bloomberg, Cédric O indique dans son interview au Monde que la France développe une application de tracking Bluetooth sans savoir si elle fonctionnera, ni si elle sera utilisée. Comment une application qui n'est pas obligatoire peut-elle permettre de retracer les chaînes de contamination? Comment garantir l'anonymat de ceux qui sont positifs? Alors je note tout pour bien vous répondre. Alors, je vais d'abord répondre à la première question sur la question du lancement. Vous le savez, nous devons réfléchir d'ores et déjà à ce que seront les stratégies que nous mettrons en place dans le cadre du déconfinement. Parmi l'éventail des mesures que nous serons amenés à examiner pour ce déconfinement, figurent bien sûr les sujets de tests sérologiques, figurent bien sûr les sujets de traitement thérapeutique, figure bien sûr le sujet de la vaccination, mais nous devons aussi examiner la capacité que nous aurions à nous faire aider d'un point de vue du suivi épidémiologique de l'état de santé de la population, d'outils numériques qui aujourd'hui sont mis en place dans un certain nombre de pays et qui par ailleurs sont investigués par d'autres partenaires européens. Et donc je ne peux pas vous donner de date de lancement puisque je ne connais pas la date de la fin du confinement, pas plus que je ne peux vous assurer que cette application sur laquelle nous travaillons actuellement puisse être effectivement lancée, puisque beaucoup de sujets à la fois techniques se posent, beaucoup de sujets d'ordre, j'allais dire presque philosophique, sur la garantie que nous sommes capables d'apporter sur les libertés individuelles et les libertés publiques sont encore en suspens et nous devons travailler sur ces questions-là. De la même manière, l'intégralité des sujets qui sont posés font aujourd'hui que je ne peux pas vous assurer ni de la date, ni même du lancement effectif d'une telle application. Je voudrais peut-être expliquer de quoi il s'agirait potentiellement. Au fond, si vous vous souvenez de la première période de l'épidémie que nous sommes en train de vivre, le fameux stade 1 et le fameux stade 2, nous avions un travail, dès lors qu'un cas était confirmé positif au Covid-19, nous avions un travail qui était réalisé, si j'ose dire, de manière artisanale à la main, par les personnels des ARS notamment, pour retracer les chaînes de contamination. Il s'agissait donc d'interroger la personne qui était malade lorsque son état le permettait, pour savoir qui elle avait rencontré durant sa période de contagiosité, pour savoir où elle avait été et pour être ainsi en capacité, pour tous les cas contacts, de pouvoir les prévenir, le cas échéant, les tester suivant la nature du contact qui avait été réalisé avec le cas confirmé. Au fond, une application numérique du type de ce que nous discutons aujourd'hui, le fameux Stop Covid, il s'agit au fond d'automatiser une partie de ce processus pour faire en sorte que dès lors que des personnes qui se croisent en mesurant la distance de croisement par technologie Bluetooth puissent être informées de l'existence d'un cas confirmé de manière à prendre plus vite les dispositions nécessaires, soit au test évidemment pour la personne cas contact, les personnes cas contact et évidemment de confinement, de quatorzaine, etc. etc. Et donc,
le fait de réussir à retracer de manière plus automatisée les chaînes de contamination ne doit pas se faire au détriment de notre capacité à garantir à la fois les libertés publiques, donc le cas échéant, et ce sera fait, à interroger l'ensemble des organismes, je pense en particulier à la CNIL, qui sont susceptibles d'apporter un avis éclairé sur ce sujet. Et il va sans dire que nous nous engageons à la fois à ce que cette application que nous travaillons avec d'autres pays européens, il s'agit de l'Allemagne et de la Suisse, puisse répondre à tous les impératifs de protection des données personnelles tels qu'ils sont prescrits par les règlements européens, mais également qu'il s'agisse de données anonymisées, il va sans dire. Mathilde Sirot du Figaro, à propos toujours de l'application Stop Covid, Cédric Audy également dans Le Monde que rien ne sera décidé sans un large débat. Le gouvernement passera-t-il par un texte de loi? Un débat sera-t-il organisé au Parlement sur cette question? Rime Momtaz de Politico. Quel budget le gouvernement compte-t-il dédier à la création de cette application Stop Covid? Va-t-il y avoir un appel d'offres public ou bien la création de l'application sera-t-elle coordonnée en interne par la DINUM? Et enfin, Bastien Auger de LCI-TF1. Le gouvernement a-t-il aujourd'hui, même si j'ai bien compris que rien n'était tranché, mais aujourd'hui à cet instant T, quelle est la position du gouvernement, la position officielle sur le tracking, sur le traçage? Alors d'abord sur le sujet du débat public que nous devons nécessairement mener, vous l'avez souligné, le sujet de ces applications de suivi des individus d'un point de vue évidemment de manière anonymisée pose beaucoup de questions. Et elle pose non seulement des questions sanitaires parce qu'il faut que nous soyons en capacité de vérifier qu'il y a vraiment un intérêt pour le suivi sanitaire des populations et nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément assez de recul dans un certain nombre de pays qui l'ont mis en place. Je pense en particulier à la cité-État de Singapour, et donc il faut que nous ayons le recul nécessaire. Mais nous savons aussi que la capacité à développer en temps et en heure ce type d'application nécessite de prendre du temps, plusieurs semaines sans doute, et donc il est normal que nous nous préparions. De la même manière qu'aujourd'hui, nous menons des essais thérapeutiques sur un certain nombre de molécules dont nous n'avons pas l'assurance qu'elles fonctionneront pour soigner le Covid-19, mais dont nous estimons qu'il est nécessaire de mener de la recherche. Et donc nous sommes aujourd'hui au stade de cette recherche qui est menée de manière publique par des organismes de recherche, je pense en particulier à l'INRIA, je pense en particulier à l'INSERM, qui sont impliqués dans un projet pan-européen avec nos partenaires allemands et suisses, de manière à pouvoir mener la recherche. Il vaut mieux être prêt dès maintenant, en tout cas, engager la réflexion maintenant, engager nos forces de codage, notamment, pour faire en sorte d'être prêts, le cas échéant, si le débat public conduisait à ce qu'il y ait un large consensus pour mettre en place ce type d'application. Pour ce qui est de la nature législative ou pas de mesures permettant de déployer ce type d'application, je n'ai pas la réponse, mais nous sommes évidemment engagés par la voix du secrétaire d'État en charge du numérique à mener un large débat public. Pour ce qui est des budgets, je ne peux pas vous donner cette information, je vous renvoie donc au secrétaire d'État en charge du numérique, mais sachez que nous sommes évidemment bien conscients qu'il y a beaucoup d'opérateurs privés qui se positionnent sur ce créneau de développement d'applications en lien avec le Covid-19. Notre volonté est qu'il y ait dès le démarrage une maîtrise publique pleine et entière, ce qui n'empêche pas de regarder avec attention ce qui peut se développer dans le privé. Pour ce qui est de la position du gouvernement, elle n'est évidemment pas arrêtée, compte tenu du fait que, comme je vous l'indiquais à l'instant, nous examinons aujourd'hui ce que pourrait être une stratégie de déconfinement avec l'ensemble du panel de mesures, étant entendu qu'aucune mesure à elle seule, que ce soit le port du masque généralisé, éventuellement, que ce soit les tests sérologiques, que ce soit un déconfinement progressif, territorialisé par âge ou que sais-je, toutes les options sont sur la table et nous devons donc être en capacité de répondre si d'aventure il était acté à l'aune de considérations sanitaires et scientifiques que telle ou telle solution aurait vocation à être retenue. C'est donc ce que nous faisons et le gouvernement à ce stade ne fait que travailler et n'a pas adopté de position en la matière. 3 questions masques. La première est signée Mathieu Coache de BFM TV. Hier, le président a commencé son déplacement à Pantin avec un masque qu'il a retiré quelques minutes plus tard. L'exécutif envoie des messages contradictoires sur ces masques. Faut-il, oui ou non, porter des masques? Et dans quel cas précisément? Prévoyez-vous enfin une communication claire sur l'utilisation des masques?
Alors, le ministre de la Santé et des Solidarités a eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises, y compris de manière récente dans un média, pour expliquer quelle était la doctrine d'emploi des masques. Notre première préoccupation est de faire en sorte que tous les masques qui sont destinés à un usage dit de soignant soient disponibles de manière systématique. Aujourd'hui, notre consommation nationale de masques pour les personnels soignants dans les hôpitaux, dans la médecine de ville, dans les établissements médico-sociaux, mais également pour les patients qui sont hospitalisés ou pour les personnes qui présentent des comorbidités et donc des terreaux potentiellement favorables à un développement très négatif de la maladie, doivent être équipés de masques. Et nous devons nous assurer que, quoi qu'il arrive, il y ait la disponibilité de masques FFP2 et de masques chirurgicaux. Cet objectif, nous le poursuivons depuis le début, en faisant en sorte non seulement de booster notre production nationale, mais également en opérant ces méga commandes qui s'élèvent à 2 milliards de masques aujourd'hui au total et qui nous arrivent progressivement au fur et à mesure des jours et des semaines par le biais d'un pont aérien. Ça, c'est le premier pilier de notre doctrine d'emploi des masques. Nous avons aussi souhaité que pour ajouter un geste barrière supplémentaire en quelque sorte à ceux qui aujourd'hui, dans la deuxième ligne de lutte contre le Covid-19, sont amenés à travailler et qui, dans le cadre de leur travail, ont besoin, parce qu'ils sont en contact de manière occasionnelle ou régulière avec du public. Je pense par exemple aux hôtes et hôtesses de caisse. Nous avons considéré qu'il pouvait être important de leur mettre à disposition des masques, qui ne soient pas des masques dits soignants, mais qui soient des masques qui donnent un bon niveau de protection, mais pas celui qu'on est en droit d'attendre dans un milieu hospitalier ou dans un établissement de santé. Et donc, il y a une production telle que nous l'avons d'ores et déjà indiqué, qui augmente progressivement de manière à permettre à ceux qui, dans un environnement professionnels ont besoin de ces masques compte tenu de la nature de leur activité et compte tenu du fait que, le cas échéant, d'autres mesures barrières ne peuvent pas être mises en œuvre du fait de la configuration des locaux ou de la nature de l'activité, que nous puissions mettre à disposition ces masques. Je veux également souligner que nous avons fait un effort considérable avec le ministère du Travail, le ministère des Solidarités et de la Santé et les fédérations professionnelles pour édicter des guides de bonne pratique dans les différents métiers. Il y a d'ores et déjà plus d'une quinzaine de métiers pour lesquels des guides pratiques ont été sortis. Il y a encore une vingtaine de métiers pour lesquels d'autres guides pratiques seront sortis. L'idée étant d'assurer systématiquement, en tout temps et en tout lieu, la sécurité de ceux qui sont au travail. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de voix scientifiques qui s'élèvent, par exemple aux États-Unis, par exemple en France par le biais de l'Académie de médecine, pour prôner le port du masque en population générale, qui est donc encore une troisième étape. Il est légitime de s'interroger dans le cadre du déconfinement sur la possibilité, l'intérêt sanitaire que pourrait avoir le port du masque général. Et c'est... Il y a une question là-dessus. À quel moment le gouvernement dira si oui ou non il recommande le port du masque en population générale et dans quelle mesure ce sujet du masque est lié au déconfinement? Alors, bien sûr, le sujet des masques doit être lié au déconfinement. Tant qu'on est en confinement, on a vocation à sortir le moins possible. Et quand on sort, on a vocation aussi à appliquer les gestes qui nous permettent d'avoir ce mètre de protection, ces 2 bras de distance avec la personne qui est à côté de nous, pour vraiment freiner la propagation de cette épidémie. Et nous voyons de premiers effets timidement positifs, si j'ose dire, sur la mise en place de ces gestes barrières. Et donc, il convient, à l'heure actuelle, dans le cadre du confinement, de faire en sorte que les gens sortent le moins possible et uniquement quand cela est nécessaire. Donc la question des masques en population générale ne se pose pas de manière immédiate. Néanmoins, dans le cadre de la stratégie de déconfinement et du panel de mesures que nous serions amenés à mettre en œuvre, il est légitime de se poser la question, d'autant que des voix scientifiques s'élèvent en France comme ailleurs dans le monde pour indiquer qu'il serait utile d'utiliser le masque en population générale. Néanmoins, nous avons aussi d'autres voix scientifiques, et je pense en particulier à celle de l'OMS, qui ne recommande pas en population générale le port du masque, ne considérant pas que ça peut être utile, d'autant plus lorsque ça conduit à un relâchement sur les autres gestes barrières, le fait de se laver les mains régulièrement, le fait d'avoir cette distance de protection vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et donc nous avons souhaité avoir une interrogation vis-à-vis de sociétés savantes, c'est ce que a lancé le ministre des Solidarités et de la Santé dans le cadre de cette stratégie de déconfinement. Nous aurons évidemment, sur la base des avis et du consensus scientifique qui pourrait ou non s'établir concernant le port du masque, à prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre de la stratégie de déconfinement.
Marine Pelletier, Reuters, de plus en plus d'élus locaux et présidents de région critiquent les réquisitions par l'État de masques de protection et dénoncent notamment un manque de concertation et d'information et même des réquisitions, je cite, scandaleuses. Était-ce une erreur de l'État et que répondez-vous ? En aucun cas. Vous le savez, et c'est ce que je vous disais au début de mon propos sur la stratégie et la doctrine d'emploi des masques, nous sommes attachés à faire en sorte que les 40 à 45 millions de masques qui sont nécessaires pour le personnel soignant soient systématiquement livrés semaine après semaine. Cela indique donc que pour ces soignants, il y a un ordre de priorité. Et dès lors que pour le même importateur, il y a plusieurs commandes qui sont réalisées par les services de l'État, en l'occurrence vous faites référence à l'ARS dans le Grand Est, ou par des collectivités locales, il est tout à fait normal que l'État soit servi en priorité parce que la population qu'il adresse, ce sont les soignants et nous souhaitons nous assurer de la livraison de ces masques et de ces matériaux de protection, quoi qu'il arrive à ceux qui sont en première ligne. 3 questions sur le déconfinement. Christophe Gascard de France Info, de nombreux Français se demandent si la période de confinement va être prolongée de 15, 30 ou même 45 jours supplémentaires. Le Premier ministre a dit que ce ne sera pas pour demain, mais est-il possible d'avoir une date raisonnable et selon quelle modalité ? Alors, à ce stade, il ne m'est pas possible de répondre à cette question. Vous le savez, le Conseil scientifique a recommandé une période d'au moins 6 semaines. Nous sommes aujourd'hui dans la 4e semaine de confinement et donc il reviendra aux autorités de ce pays de définir quelle sera, on a déjà eu l'occasion de dire que ce serait très probablement prolongé, mais de définir quelle sera la durée de ce prolongement éventuel et très probable. Maxence Landrin, France Inter, l'Autriche est le premier pays de l'Union européenne à avoir établi lundi un calendrier progressif de déconfinement avec une reprise des cours mi-mai notamment. Quel regard portez-vous sur ce calendrier ? L'Union européenne peut-elle, doit-elle harmoniser sa stratégie de déconfinement ? Est-ce que ce déconfinement à l'autrichienne, c'est-à-dire un échelonnage par type d'activité, par secteur d'activité et non pas par région, est-ce que ce déconfinement à l'autrichienne a les faveurs du gouvernement ? Alors pour ce qui est de la nature du déconfinement qui est proposé par l'Autriche, je ne peux pas vous répondre puisque nous sommes actuellement en train de réfléchir aux différentes stratégies qui accompagneront le déconfinement lorsque nous aurons les indicateurs qui nous permettront de savoir à quel moment cela est possible. Mais aujourd'hui, il faut bien rappeler que nous sommes dans la période du confinement, que c'est un moment qui est dur pour ceux qui sont en première ligne, qui est dur pour ceux qui sont en seconde ligne, qui est dur pour ceux qui restent à la maison, parce que enfermés dans 4 murs, c'est loin d'être évident au quotidien, notamment quand on doit faire l'école à la maison, gérer des enfants, parfois devoir télétravailler. Et donc, il faut remercier très profondément les Français de l'effort auquel ils consentent en matière de privation de leur liberté. Donc, je ne peux pas vous apporter la réponse sur la stratégie de déconfinement. Sur le fait qu'il y ait besoin d'une coordination européenne à l'échelle de l'ensemble de l'Union, c'est une évidence. L'Union européenne a pour projet d'édicter en quelque sorte des lignes directrices de ce que pourraient être les stratégies de déconfinement. Ces lignes directrices, je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront connues, mais en tout cas, c'est important qu'il puisse y avoir une réflexion au niveau européen et singulièrement pour la France, une réflexion avec les pays qui sont frontaliers de la France, ceux avec lesquels nous avons le plus grand nombre d'échanges de population. Comme je vous le disais, à ce stade, je n'ai pas l'information du moment auquel chacun des pays entend déconfiner. Nous avons aussi fait face à des vagues épidémiques qui n'étaient pas tout à fait de la même nature, parfois qui étaient décalées dans le temps. C'était le cas de la France vis-à-vis de l'Italie, c'est le cas de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Et donc il convient de coordonner les choses, mais dans l'Union européenne, vous le savez, la souveraineté sanitaire est de l'ordre de l'État national. Question groupée de 2 agences, Marine Pelletier de Reuters et Laurence Benamou de l'AFP. Le professeur Delfrécy a dit ce matin que les premières données montraient un taux d'immunité de la population française au coronavirus plus faible que prévu, peut-être autour de 10 à 15%. À la question de savoir s'il faudrait à un moment laisser circuler volontairement le virus pour arriver à une forme d'immunité collective, il a déclaré que ce n'était pas exclu. Est-ce que c'est une piste envisagée par le gouvernement ou est-ce que c'est totalement exclu ? Vous m'en demandez trop parce que je n'ai pas les compétences sanitaires pour répondre à votre question. Et donc je vous invite... Non, pas du tout. Et donc je vous invite à vous rapprocher pour le coup du ministère de la Santé. Une question sur les tests de Rim Momtaz de Politico. À quelle date le gouvernement aura-t-il les résultats des études sur les tests sérologiques ? A-t-il déjà passé commande et ne craint-il pas, s'il agit trop tard, d'être confronté aux mêmes difficultés d'acheminement qu'avec les masques ?
Sur le sujet des tests, que ce soit les tests PCR, les tests rapides qui nous permettent de détecter si une personne est malade en ce moment, ou que ce soit sur les tests sérologiques, le gouvernement a toujours été dans l'anticipation. Et donc évidemment, nous faisons en sorte, puisque maintenant nous savons qu'il y a des tests sérologiques qui fonctionnent, nous faisons en sorte évidemment d'en commander en grande quantité. Nous sommes désormais, après avoir réussi à faire en sorte de vérifier que des tests fonctionnaient avec une bonne sensibilité, nous sommes en train de passer à la phase d'industrialisation, notamment avec une production nationale. Et donc, nous ferons tout, évidemment, pour que cette production nationale soit la plus importante possible. Et nous regardons aussi à l'importation les volumes que nous pouvons importer. Nous sommes dans les 5 dernières questions et Anya Nussbaum de Bloomberg et Yannick Fall de France Info vous envoient la même question. On a vu hier que le président de la République ne respectait absolument pas les distances de confinement. Le président prévoit-il de réduire le rythme de ses sorties au risque de créer des attroupements comme hier en Seine-Saint-Denis? Si oui, comment éviter de mettre en danger les populations? Alors, je crois qu'il est très important que le président de la République, c'est d'ailleurs sa volonté, soit aux côtés de ceux qui sont en quelque sorte engagés dans cette lutte contre le Covid-19. Ceux qui sont engagés dans cette lutte, il s'agit bien sûr des soignants. Le président de la République a eu l'occasion de se rendre, par exemple, à l'hôpital militaire de Mulhouse. Ce sont aussi ceux qui sont aux côtés des personnes fragiles. Il s'est rendu dans un centre d'accueil de SDF dans le 13e arrondissement de Paris. Ce sont aussi ceux qui fabriquent des masques. Il s'est rendu à Angers dans une usine de production de masques. Chacun de ces déplacements est organisé de manière à respecter évidemment les précautions sanitaires. Lorsqu'il est dans un milieu soignant, il est amené à porter un masque. C'était le cas puisque les règles d'accès à la maison de santé hier en Seine-Saint-Denis étaient de porter un masque et dès lors que ça n'était plus nécessaire, prescrit par les autorités sanitaires, il ne portait pas de masque. Vous évoquez le fait qu'il y ait eu un attroupement autour du président de la République. Il n'a évidemment pas cherché à provoquer cet attroupement. Il a souhaité saluer les citoyens qui étaient notamment à leurs fenêtres. Il y a eu notamment des jeunes qui sont descendus autour de lui. Il avait vocation, et il a vocation évidemment, à toujours respecter les gestes barrières. Et il a d'ailleurs eu l'occasion à ce moment-là de le rappeler à ceux qui l'entouraient. Sur le handicap, question de Rama Sofia Rajdi de USPA. Elle est un peu longue, je vous la pose, vous m'interrompez. Suite aux mesures de ce week-end et le lancement par la ministre Cluzel de la plateforme solidaire-handicapé.fr, c'est juste un catalogue en ligne d'associations avec seulement 2 en Ile-de-France et rien sur les aidants à domicile. Pourtant, les gestes pour les quotidiens handicapés moteurs sont très importants, sachant que 70% des soignants à domicile sont au chômage partiel et que les handicapés ne trouvent pas ce personnel via cette plateforme. Pourquoi ne pas faire matcher l'offre et la demande, qui est réelle et élevée? Y a-t-il un problème de bonne volonté pour aider les handicapés à domicile et dans les centres? Nous sommes évidemment très attentifs à un certain nombre de personnes qui appartiennent à des groupes de population fragilisés avant la crise et qui, de fait, prennent de plein fouet et peut-être avec plus encore de rigueur que d'autres les effets de la crise sanitaire soient considérés mais aussi protégés dans ce qu'est leur vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle la ministre Cluzel a eu l'occasion de lancer cette plateforme de solidarité. Le ministre des Solidarités et de la Santé a pour sa part annoncé le fait que, en partenariat avec la Croix-Rouge, nous mettrions en place une plateforme téléphonique qui permette d'avoir des renseignements, éventuellement de rechercher de l'aide lorsque l'on en a besoin et qu'on est aidant ou proche aidant d'une personne qui porte un handicap. Donc nous sommes extrêmement mobilisés pour faire en sorte que nous puissions apporter une réponse. Nous nous appuyons aussi sur les collectivités locales qui, à travers les CCAS, qui, à travers leurs structures d'aide à domicile, sont aussi amenées à participer de cet effort collectif pour que personne dans une situation de handicap ne soit laissé à son sort. Les 2 dernières questions d'actualité sont posées par Bastien Auger de LCI TF1. Quelle est la situation au sein du Charles de Gaulle? Des marins avec suspicion de coronavirus vont-ils être rapatriés? Alors pour ce qui est de la situation au sein du Charles de Gaulle, nous avons aujourd'hui, comme le ministère des Armées l'a annoncé, une quarantaine de marins qui sont porteurs depuis peu de symptômes qui seraient compatibles avec le coronavirus. Ils font donc l'objet d'une surveillance médicale renforcée. Une équipe de dépistage avec des moyens de test va être acheminée dès aujourd'hui à bord du porte-avions afin d'investiguer et de confirmer qu'il s'agit bien de cas de coronavirus. Évidemment, il s'agit aussi
aussi d'entraver la propagation du virus à bord du navire. Les marins qui présentent des symptômes ont été placés en confinement isolé, par mesure de précaution, il va sans dire, vis-à-vis de l'équipage. Et le bateau qui est actuellement dans l'Atlantique anticipe son retour vers Toulon pour rentrer avant la date initialement prévue du 23 avril. Dernière question, direction Marseille. Le professeur Didier Raoult vous critique dans une vidéo, je le cite. La vraie cible de la mort pour cette maladie, ce sont les gens des EHPAD. Donc si on laisse circuler au milieu des EHPAD des gens qui sont infectés, il va y avoir énormément de morts. La stratégie de confinement sans éviction des gens porteurs risque d'avoir des conséquences extrêmement importantes. Que lui répondez-vous ? Le ministre des Solidarités et de la Santé a indiqué que nous lancions une vaste campagne de dépistage qui vient renforcer les actions de dépistage que nous avions jusqu'à maintenant. Pour vous expliquer, jusqu'à maintenant, nous avions comme doctrine de faire en sorte qu'il puisse y avoir des dépistages auprès du personnel soignant et de cas suspects dès lors que nous avions un cluster à l'intérieur d'un EHPAD. Nous étendons et nous massifions cette campagne de dépistage en faisant en sorte que dès que nous avons un premier cas de Covid-19, nous puissions à la fois tester le personnel soignant, mais également tester les résidents de l'EHPAD, de manière à mettre en place toutes les mesures le plus vite possible pour entraver la propagation de l'épidémie à l'intérieur des EHPAD. Nous apportons une attention particulière à nos aînés, qu'ils soient résidents dans un EHPAD, qu'ils soient encore à domicile, parce que nous savons qu'il s'agit là de personnes qui sont fragiles et qu'il faut très tôt faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés et pris en charge d'un point de vue médical. C'est ce qui explique le déploiement de cette vaste campagne de dépistage. C'est tout pour la presse présidentielle aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie.